Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau numéro de Sika Infomag. Le débat de votre magazine d'information de ce jour portera sur la problématique de l'immigration clandestine. Ils sont de plus en plus nombreux, ces candidats, à une aventure des plus périlleuses de par son mode opératoire. La dernière entreprise suicidaire de ces aventuriers prêts à tout a fait froid dans le dos. 800 migrants, d'après le dernier bilan du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le HCR, avoir péri dans les eaux libyennes. C'est la pire hécatombe jamais vue en Méditerranée, a déclaré Carlota Sami, la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Et le pire n'est pas forcément derrière nous. Ces candidats à l'immigration clandestine, essentiellement de jeunes gens, des femmes et enfants, viennent pour la plupart de l'Afrique. Un drame qui se joue au nez et à la barbe des dirigeants sans pour autant susciter un sursaut d'orgueil. Tragédie des migrants en Méditerranée, incapacité des dirigeants africains, c'est le volet de la question qui nous intéresse. Mais avant de lancer le débat, voici le flash d'information. Au Gabon, les autorités du pays ont affirmé avoir découvert 13 caisses en bois contenant des armes et des munitions de guerre et annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer leur provenance et leur propriétaire. Les armes découvertes au nord de Libreville, sur une île non habitée, peuvent équiper toute une session commando, a indiqué le commandant de la gendarmerie. En Centrafrique, l'ex-ministre du Tourisme, Romaric Vomitiadé, en cavale après une condamnation pour viol sur mineur, a enfin été appréhendé en RDC pour entrée illégale sur le sol congolais. Compte tenu de son pédigré, il est transféré à Kinshasa où il est placé en garde à vue. En RDC, le procès en appel des assassins présumés du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana a finalement repris mardi, et ce après près de 2 ans d'interruption. Mais ce ne fut qu'une courte reprise puisque le procès a été ajourné au 30 avril. Tragédie des migrants en Méditerranée, incapacité des dirigeants africains, c'est le sujet à débattre ce jour dans le magazine d'information Sika Infomag. Et ce sera juste après ce générique. Pour lancer le débat du jour, je reçois sur ce plateau Arimi Choubadé, éditorialiste, directeur de publication du quotidien béninois d'information Le Nokwe. Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour Joël. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. En face de lui, Honoré Naoum, rédacteur en chef de Soleil FM, station de radiodiffusion privée la plus écoutée actuellement au Bénin. Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Joël. Merci pour ce petit commentaire. Je vous en prie et je reste avec vous. Quelle lecture faites-vous de ces scènes des plus récurrentes et la dernière en date où 800 migrants ont péri en mer? Il faut dire avant tout que c'est tout simplement une tristesse pour l'Afrique. Parce que tout doucement, nous sommes tout simplement en train de constater que les bras valides sont en train de mourir en mer. Et je pense qu'il est important pour les uns et les autres de savoir qu'il y a danger sur la cité. Danger sur la cité parce qu'on ne peut plus continuer à accepter ça. Ce que nous remarquons aujourd'hui montre combien de fois, vous l'aviez souligné dans votre introduction, l'impuissance face donc à ce fléau qui guette l'humanité et surtout le continent africain. Je dis l'humanité parce que d'une manière ou d'une autre, les autres pays sont également concernés. Ceux qui ont créé des barrages pour empêcher les Africains de venir chez eux parce que ces Africains n'ont pas de papier, ces Africains n'ont pas d'autorisation pour échouer dans ces pays développés. Et c'est pour cela que j'invite plutôt à un sursaut africain. Parce qu'aujourd'hui, le problème se pose et ce sont les jeunes Africains qui sont en train de périr. Donc l'Afrique doit se lever forcément pour lutter contre ce phénomène. L'Afrique doit se lever pour lutter contre ce phénomène. Arimi, à l'étude de ces scènes, vous êtes aussi ému, choqué, ou vous dites un Africain en moins, c'est rien? Non, pas du tout. C'est quand même des vies humaines. Hein. Oui, des Africains. De toute façon, ce n'est pas un problème pour les Africains. Hein, au contraire, c'est pas un problème.
Oui, au contraire, pour les dirigeants, c'est peut-être, comment vous appelez, puisqu'ils n'ont rien à proposer à ces jeunes-là. Pour eux, le fait qu'ils aient choisi de partir, c'est, si vous voulez, un bon débarras. Un bon débarras. Et quand vous prenez les victimes, généralement, on connaît les origines de ces pays-là. Et quand vous prenez même la lutte n'a jamais été qu'une question pour les Européens. Je me souviens de toute la peine que se donnait Sarkozy pour organiser le sommet euro-méditerranéen avec les Africains et tout. Et puis, on avait choisi une forme de caricature pour lutter contre le phénomène. On avait choisi Kadhafi, Ben Ali, un peu pour... C'était devenu un marchandage politique. Hein. Vous nous aidez à ne plus accueillir sur notre territoire ces Africains-là et nous vous aidons à garder vos postures. Donc, et puis, bon, Kadhafi n'est plus là, Ben Ali n'est plus là, et l'État libyen n'existant plus, on peut assister. Vous savez, tout le monde sait que juste après l'hiver, il y a cette ruée sur l'Europe. Tout le monde le sait, tous les chefs d'État africains doivent savoir. Et puis, vous savez que de façon permanente, hein, aux frontières marocaines, avec le passage sur l'Espagne, il y a des gens qui vivent, il y a même des enclos où ne vivent que des migrants, hein, attendant leur jour pour passer. Ils peuvent passer 40 fois, on les retourne, et toutes les 40 fois, ils essaient de partir. Comment on peut, même pour lutter contre les embarcations sauvages sur les côtes sénégalaises, vous allez voir que c'était des programmes français pour lutter contre ce genre de situation. Donc ça n'a jamais été une préoccupation pour les Africains. Donc des programmes français pour lutter contre une préoccupation d'ordre africain, on peut le dire, vu le nombre d'Africains qui chaque fois s'engagent à aller vers cette aventure. Mais est-ce qu'il ne faut quand même pas s'interroger? Est-ce qu'il n'est pas temps de s'interroger? Comment expliquer qu'au quotidien, avec ces résultats qu'on a, pour le moins quand même effroyables, qu'il y ait toujours des Africains prêts à aller faire cette aventure-là? Oui, c'est la question de développement. On connaît les pays qui traditionnellement fournissent ces contingents-là. Vous vous souvenez des petits Ghanéens qui étaient au Bénin ici mais en temps ils ont rejoint leur pays. Et vous n'allez pas les voir dans ce genre de situation. Même prenez le cas du Bénin. Vous n'allez pas voir des Béninois dans ce genre de situation parce que c'est vrai qu'il y a la misère, mais sur le plan, il y a 25 ans de démocratie où les gens vivent d'espoir. Donc nous avons intérêt à entretenir cet espoir-là et à ne pas tomber dans certains travers pour obliger des jeunes à dire, ben, écoutez, je préfère mourir que de vivre dans ce pays de merde. Et c'est l'interrogation. Donc quand vous voyez cette Afrique qui marche, vous n'allez pas voir des jeunes de ces pays-là se lever pour dire nous abandonnons tous et nous partons à la mer. Donc forcément, il y a déjà ce travail. Pas de conscientisation, il faut qu'on déjà commencer par trouver du job et comment on appelle et de l'espoir pour ces jeunes-là, pour qu'ils restent dans leur pays, pour qu'ils aient l'impression qu'on a besoin d'eux dans leur pays. Autrement, je reviens sur le cas on sait très bien que les pays comme le Mali, le Sénégal, etc., c'est des pays de grande migration et les programmes pour fixer ces jeunes sur leur territoire, ce ne sont pas des programmes africains. Hein, on a vu parfois ça tourne à l'affrontement diplomatique où les États, vous allez voir des chefs d'État qui ne sont pas d'accord qu'on puisse limiter l'afflux de ces migrants en Europe parce qu'ils estiment que ça de ne pas leur accorder suffisamment de privilèges que d'empêcher leurs concitoyens d'aller en Europe, d'aller en France. L'immigration clandestine, c'est de ce dont il est question. Mais vous pensez honnêtement, objectivement, à voir un peu de très près ce qui se passe en Afrique, que la situation au niveau des pays africains est si critique pour qu'on aille chaque jour en aventure, une aventure que l'on sait comporte assez de risques. Avant même d'en arriver là, vous savez, au lendemain donc de ce drame qui a enregistré près de 800 morts, l'Europe a décidé déjà, on est en train de parler d'un plan. Le plan prévoit quoi? Le renforcement de contrôle. Cela veut dire que on ne fait rien pour mettre les gens dans le pays. Effectivement, donc c'est un travail qui doit se faire en amont et non en aval. Et comme les Européens ont décidé, franchement parlant, de ne pas voir ces sans-papiers sur leur terre, ils sont obligés de déployer les moyens pour renforcer la sécurité sur les côtes. Cela veut dire que vous pouvez venir, mais nous,
on va vous empêcher d'entrer dans notre pays, vous pouvez périr. La démarche n'est-elle pas une autre façon d'interpeller ces dirigeants africains pour essayer de régler le problème à la base? Je pense quand même que les dirigeants africains ne devraient pas être interpellés. Ce qui se fait là, ce qu'on a enregistré, tout le monde voit ça. L'information passe. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui que les dirigeants africains ne sont pas informés de ce drame que nous enregistrons de façon quotidienne sur les côtes. Donc franchement parlant, les dirigeants européens n'ont pas besoin d'interpeller les dirigeants africains. Les dirigeants africains sont suffisamment au courant de cette affaire. Quand il y a eu ce drame en France, je crois bien, avec l'attaque de Charlie Hebdo, vous avez vu des dirigeants africains qui se sont dépêchés pour aller soutenir la France. Voilà, il y a des Africains qui périssent en mer. Et fondamentalement, il n'y a pas de déclaration, il n'y a rien, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien du tout. Comment vous pouvez déjà analyser ça? Cela veut dire que les dirigeants africains, effectivement, ont décidé de rester tout simplement muets par rapport à cette actualité. Et nous, en tant que journalistes, nous sommes obligés d'alerter, d'interpeller. Parce qu'il est temps pour ces dirigeants de commencer à travailler véritablement pour l'émergence de leur pays. Parce que le plus gros problème, quand vous prenez le dossier même de l'immigration clandestine, c'est bien par rapport à quoi? C'est parce que les gens n'ont rien à faire chez eux. Ils n'ont pas de travail, ils ont une vie précaire. Et vous avez en face peut-être un jeune qui a eu l'opportunité d'aller en Europe. Il revient, il passe peut-être 10 ans en Europe, il économise 2000 $, il rentre chez lui. Au lieu de venir montrer à ces populations qu'il souffre en Europe, c'est lui qui loue les grosses bagnoles et il circule dans la ville et on voit qu'effectivement, il est parti en Europe, il a ramené de l'argent, donc nous-mêmes, on est obligé de repartir là-bas pour aller là-bas et effectivement ramener des sous alors qu'on ne sait pas dans quelles conditions ces jeunes-là sont en train de travailler en Europe. Alors, c'est la misère. Il n'y a pas encore ce sursaut au niveau des chefs d'État africains, mais les Africains eux-mêmes, comme vous l'avez dit, tout le monde est témoin de ce qui se passe. Mais comment expliquer qu'au quotidien, il y a toujours des Africains prêts à aller à la Comment je parle souvent du dossier de l'immigration clandestine, je me réfère toujours à quelque chose, à une chanson. Une chanson, je crois, le titre c'est Là-bas. Je crois que ça doit être Jean-Jacques Goldman. Il dit « Ici, je suis déjà perdu. Je sais que j'ai déjà enregistré l'échec ici. Même s'il y a l'échec là-bas, je m'en vais d'abord. » Vous comprenez? Donc, les gens se disent « Nous sommes déjà perdants. En restant dans notre pays, on est mort, on est fini. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien. Il n'y a pas de programme solide pour recruter les jeunes, pour leur donner du travail, leur permettre par exemple de créer des entreprises solides. Donc ils se disent, vaut mieux tenter cette aventure. Et on prend tout ce qu'il y a comme risque et après on meurt en mer. Donc franchement parlant, quel que soit ce que vous allez dire à cette jeunesse, en tout cas de certains pays, ils iront, ils vont tenter. Parce qu'il n'y a rien qui leur assure un avenir meilleur. Donc le véritable problème se trouve à ce niveau. Et c'est pourquoi nous devrions appeler les dirigeants africains à prendre cette responsabilité-là, de gérer au mieux les ressources. Même si c'est un peu de ressources que nous avons, les dirigeants doivent commencer à gérer au mieux ces ressources et donner de l'espoir au peuple. Le confrère Arimi Choubadé parlait tantôt de l'espoir que nous avons par exemple dans certains pays. Et il faut prendre ce dossier très au sérieux. Parce que si, à un moment donné, ces jeunes que nous avons aujourd'hui qui pensent que bon, demain sera meilleur, ils s'en rendent compte également qu'il n'y a rien de bon devant, mais eux aussi vont décider de partir. Et là, vous allez compter, non pas des centaines, mais des milliers de jeunes qui vont mourir en mer. Partir sans assurance, le risque mérite-t-il vraiment d'être pris? Non, mais écoutez, dans certains cas, c'est toute filière. Les gens sont prêts à payer, par exemple, jusqu'à 1 million de francs CFA pour qu'un passeur les aide à traverser les eaux. Et il est prêt à recommencer. Parfois, vous connaissez l'histoire des migrants au Sahel, où c'est le village qui cotise pour vous envoyer ailleurs. Parce que ici, on sait que c'est perdu d'avance, que vous n'avez pas... vous savez, il y a même des régions dans certains pays qui n'ont même pas... les choses sont faites de telle sorte qu'il y a qu'on appelle des populations qui sont pratiquement exclues
de la vie publique, par exemple. C'est vrai que quand on le dit du Bénin, on n'arrive pas à le percevoir. Parce que quand vous avez les mouvements irrédentistes au niveau de la Zawad, etc., c'est pas fondé sur rien du tout. Mais lorsque vous n'avez pas, vous ne vous sentez même pas citoyen de votre propre pays, vous levez, vous partez, vous êtes prêt à travailler toute votre vie, cotiser de l'argent, et vous avez des gens qui partent en aventure après 40 ans, 50 ans. Donc c'est un phénomène, c'est vrai, ce qui se passe en haute mer, quand de temps en temps, vous savez, chaque année, vous avez ce cortège de gens qui meurent en haute mer, et c'est à ce moment-là qu'on commence pas à s'agiter. Mais si nos pays sont bien gérés, hein, relativement bien gérés, il y aura beaucoup moins de ces cas. Et aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas une préoccupation africaine. Les solutions vont venir de l'Europe. Et la solution, c'est quoi? Justement, comment expliquer ce mutisme des dirigeants africains? Oui, parce que... Jusqu'à présent, aussi bien ceux qui sont au pouvoir que l'opposition, toute la classe politique confondue, personne n'a pipé mot. Officiellement, en dehors du président guinéen qu'on a entendu brièvement sur la question, on n'a pas eu de réaction officielle des chefs d'État africains jusqu'à l'heure où on parle. Oui, tout à fait. Il faudrait qu'ils aient des programmes qui intègrent ces phénomènes-là. Vous avez jamais entendu parler d'un programme ou quelqu'un qui dit à partir de ce moment, moi je ne veux plus. Mais vous avez vu un gars comme Rollins qui a eu un programme comme ça, qui dit moi je ne veux plus que les jeunes filles de mon pays aillent alimenter les bordels dans les pays, oui, dans la sous-région, ou que les jeunes de mon pays aillent faire la réparation de chaussures dans la sous-région. Et il a mis en place un programme de telle sorte que les gens sont revenus chez eux. Vous aurez remarqué aussi qu'après le passage de Goodluck Jonathan, il y a, je ne dirais pas de moins en moins de Igbo, mais quand même quelques-uns, parce que la répression sous Abacha était assez terrible, et depuis il n'y avait pas suffisamment de programmes pour les faire revenir. Mais à un moment donné, certains d'entre eux ont quitté et puis sont rentrés chez eux. Si vous n'avez pas ces espoirs de retour et d'insertion véritablement dans le processus de développement de votre pays, où vous êtes dans votre pays, vous vous sentez vous-même étrangers, opprimés et tout ce qui va avec. Mais dans certains pays, les gens, ça ne leur dit rien. Ils sont là. Et pour quelqu'un qui est au pouvoir, enfin, qui a l'intention de rester très longtemps au pouvoir, pour ne pas être obligé d'assassiner des opposants, il encourage lui-même leur exil. En somme, l'absence de volonté politique reste l'une des causes profondes de l'immigration clandestine, telle elle s'observe en Afrique. Ce sera tout pour le premier quart de votre magazine Sika Info Mag de ce jour. Merci de nous avoir suivis. C'est l'heure du journal de l'économie sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Tout de suite, les titres. La liaison routière entre Yamoussoukro et Bouaké sera bientôt améliorée en Côte d'Ivoire. La BID a accordé un prêt pour le financement des travaux. La Bourse régionale des valeurs mobilières à la conquête des investisseurs internationaux. Elle est attendue à Londres le 28 avril prochain pour une rencontre de haut niveau. Enfin, en Inde, les fermiers s'opposent au projet de redynamisation économique du gouvernement de droite. La Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement ont signé un accord de prêt de 77,40 milliards de francs CFA pour le financement d'un tronçon de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Le projet permettra notamment d'améliorer la liaison routière existante entre ces deux villes et contribuera par la même occasion à la promotion de l'intégration régionale entre la Côte d'Ivoire et ses voisins enclavés. Ce nouvel accord de prêt élève les financements accordés par la BID au secteur public ivoirien à environ 381 milliards de francs CFA. Le 28 avril prochain, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM sera sous les feux de la rampe en Angleterre où elle organise une rencontre de haut niveau à la Bourse de Londres. C'est ce que nous apprend Génial Afouda dans sa compilation de l'actualité économique que je vous invite à suivre ici. Pour la deuxième édition des BRVM Investment Days, la Bourse régionale des valeurs mobilières organise une rencontre de haut niveau à la Bourse de Londres, le London Stock Exchange.
Cette rencontre qui se tiendra le 28 avril prochain permettra de présenter le marché financier de l'UEMOA aux investisseurs internationaux, notamment britanniques. Avec une capitalisation qui a doublé en 3 ans, soit d'environ 7 458 milliards de francs CFA et une progression constante des transactions, la BRVM devient une destination privilégiée pour de nombreux investisseurs internationaux qui souhaitent diversifier leur portefeuille d'actifs et ainsi contribuer au développement des économies africaines. Au Cameroun, les 3 candidats en lice pour la concession du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi au sud ont déposé leurs offres finales. Il s'agit des groupes Bolloré, CMA, CGM et CHEC, APMT et ICTSI. Avec une offre financière définitive d'environ 409 milliards de francs CFA, c'est le groupe conduit par Bolloré Africa Logistique qui serait largement en avance vis-à-vis de ses concurrents. Cette offre financière a donc progressé au terme du dialogue de préqualification puisqu'elle se situait au départ à environ 309 milliards de francs CFA. La banque française Société Générale va allouer 4 milliards d'euros de fonds propres supplémentaires pour accélérer le développement de ses activités africaines d'ici 2016. Ainsi, le groupe entend se focaliser sur le marché des entreprises qui pèse pour 55 à 90% de ses revenus. Précisons que la Société Générale est déjà présente dans 18 pays africains. En Afrique, elle table sur une croissance annuelle moyenne de 7% et une rentabilité des fonds propres supérieure à 15%. Le groupe a affiché l'an dernier un produit net bancaire de 1,1 milliard d'euros sur le continent, soit une hausse de 5% par rapport à 2013. Rendons-nous maintenant en Inde où le gouvernement de droite veut redynamiser l'économie en réformant l'acquisition foncière. Le projet se heurte cependant à l'opposition des fermiers qui sont inquiets de la perte de leurs terres. 1 an après avoir été des millions à porter la droite au pouvoir, les fermiers indiens sont dans la rue. La raison de leur colère, un projet de réforme visant à faciliter les réquisitions de terres au profit de l'industrie. Ce gouvernement ne représente ni les travailleurs, ni les fermiers, ni qui que ce soit. Il voyage juste à travers le monde pendant qu'ici les fermiers meurent. La loi, si elle est votée par le Parlement, permettra de se passer de l'accord des propriétaires dans l'achat de terrain pour certains projets de développement et d'infrastructures. Ce fermier a voté pour le Premier ministre Narendra Modi aux dernières élections. Aujourd'hui, ces terres sont menacées par un complexe industriel. Nous ne voulons pas donner nos terres et recevoir de l'argent. Nous voulons garder ces terres. C'est notre terre natale. Nous sommes nés ici et nous mourrons ici. Dans les campagnes indiennes, l'agriculture représente pour une majorité le seul moyen de subsistance. Sans terre, pas de travail pour de nombreuses familles. Ils ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas les moyens de se reconvertir dans une autre activité. Il faut qu'ils gardent leurs terres. Et si vous les déplacez, alors il faut absolument leur fournir un autre terrain en compensation. De son côté, le gouvernement juge cette loi nécessaire pour accélérer le développement économique de l'Inde. Pour pouvoir dynamiser les secteurs manufacturiers et industriels, il faut trouver des terrains disponibles. Les industries ne peuvent pas venir de nulle part. Pour apaiser les tensions, les autorités affirment que les terres agricoles ne seront pas ciblées en premier et que des mesures de réhabilitation et de compensation sont prévues pour les fermiers. Mais pour le moment, le projet de loi ne précise pas leur importance. Il représente le point commun entre l'archipel pauvre des Comores et Chanel 5, le parfum le plus acheté au monde. Il s'agit bien sûr de l'ilang-ilang, un arbre tropical à la fleur jaune recherché pour son huile essentielle et dont les Comores sont le premier producteur mondial. Les images. Une végétation dense, des petites fleurs jaunes à peine visibles entre les feuilles et surtout un parfum enivrant à faire tourner la tête. Nous sommes dans un champ d'ilang-ilang, à Grande Comore, la plus grande île de l'archipel. Ibrahim Bakar a hérité ce champ de son père. Il aime cette fleur qui pousse toute l'année et lui rapporte donc de l'argent régulièrement. Mais il a du mal à trouver des cueilleurs.
C'est dur, ça ne donne pas beaucoup de rendement. Quand j'explique ce travail aux jeunes, ils me prennent pour un fou, parce qu'on souffre et on gagne peu d'argent. Même si tu possèdes 1 ou 2 hectares ou plus, tu as besoin d'avoir des employés. L'ilang-ilang pousse facilement mais demande un entretien régulier, taille et désherbage, sans quoi l'arbre pousse en hauteur et les fleurs deviennent inaccessibles. Les agriculteurs comme Ibrahim vendent leurs récoltes à des entreprises d'export qui s'occupent de la distillation. Pendant des heures, les fleurs cuisent dans cette cuve pour obtenir l'huile essentielle. Seules les premières gouttes sont de qualité dite extra supérieure et servent à la fabrication des parfums, dont le Chanel numéro 5, parfum le plus acheté au monde. Les qualités inférieures d'essence servent en cosmétique et en savonnerie. Ça se marie très bien avec le jasmin et c'est assez complémentaire. C'est utilisé beaucoup dans les parfums dits floraux, dans des bouquets, et c'est un produit de base du parfum. Et puis, moi j'en ai mis aussi pas mal dans Sublime de Patou, que j'ai créé en 1992 et qui existe encore. L'Union des Comores est le premier producteur mondial d'ilang-ilang, loin devant les autres îles de la région comme Madagascar. La Réunion voisine a, elle, dû renoncer. La main-d'œuvre était trop chère dans le département français. Ibrahim vend ses fleurs pour moins d'1 euro le kilo, un prix qui lui semble sous-évalué. Si tu fournis 200 kilos de fleurs, ça devrait te rapporter le prix d'un bœuf, 1500 €, et pas seulement 200 €. Je sais qu'il gagne beaucoup ensuite avec l'huile, mais je n'ai pas le choix. Je prends le peu qu'il me donne, on verra bien si ça change un jour. Ibrahim économise pour pouvoir investir et distiller lui-même. Il connaît les difficultés de la production, notamment la consommation importante d'eau et de bois que génère la distillation. Mais l'essence d'ilang-ilang a de beaux jours devant elle. Contrairement à d'autres huiles essentielles naturelles, menacées par les produits de synthèse, ses qualités olfactives sont difficiles à reproduire artificiellement. Mobilisation des ressources, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO en quête d'un nouveau souffle. C'est les titres à la une du quotidien L'Économiste dont nous allons débattre juste après cette petite transition. Et pour débattre de ce thème, je vais tout de suite me tourner vers mon confrère Kazmi Pédia. Bonjour. Bonjour Inès. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien chez vous. Ça va. Alors, quel est le rôle de la BIDC au sein de la CEDEAO? Il faut dire que la Banque d'investissement de développement de la CEDEAO, comme l'indique bien, le sigle est la banque communautaire propre aux 15 pays, aux 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Et cette banque vise à forcément financer les projets d'investissement, de développement au niveau des 15 pays. Alors, il faut dire que cette banque dispose de 2 guichets, à savoir un guichet pour le secteur privé et un guichet pour le secteur public, pour le financement de tous les projets des pays membres. Et quel est l'état de santé des finances de cette banque? Il faut dire qu'en 2015, cette banque se porte très mal et les finances sont quasiment au ralenti. Cette banque ne dispose pas de ressources financières pour faire face aux nombreux appels d'offres, appels de fonds lancés par les 15 pays. Donc aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, la banque s'est réunie le 9 avril dernier à Lomé où elle a son siège et donc a décidé de s'ouvrir au monde. Et donc voilà l'état de santé. La banque se porte très mal et on ne la sent pas. Si on compare doit être cette banque à comparer à la BOAD qui appartient à l'Union économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc son homologue c'est la BIDC et quand vous comparez les actions de la BOAD à celles de cette banque-là, c'est que c'est comme le jour et la nuit, quoi. Il n'y a pas photo. Et justement, pourquoi est-ce que la BIDC peine-t-elle à être opérationnelle sur le terrain? Oui, cette banque peine à être opérationnelle parce que les fondements de sa création lui plombent un peu la gestion. Et c'est actuellement, au cours de la session du 9 avril dernier, que les États membres ont donné quitus à cette banque pour qu'elle aille vers l'extérieur pour aller mobiliser les ressources financières nécessaires pour pouvoir faire face au projet intégrateur. Et comme projet intégrateur que cette banque devrait
financiers, par exemple. Il y a des projets ayant rapport avec la création des télécommunications, avec le financement des transports au niveau communautaire et aussi la question énergétique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la question de l'énergie au sein des 15 pays de l'UEMOA se pose avec acuité, où les États ont besoin de financement pour pouvoir prendre leur autonomie financière, énergétique. Mais cette banque, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a encore mobilisé aucune ressource pour développer ces différents secteurs en panne de financement. Vous l'avez dit tantôt, la BIDC veut s'ouvrir à l'international. Est-ce la solution ? Forcément, c'est la solution parce que cette banque a déjà commencé, son président, M. Bachir, est déjà allé négocier avec Exim Bank de Chine et bien d'autres groupes bancaires au niveau de l'Asie. On a vu aussi le président aller de l'autre côté de l'Angola, négocier avec le gouvernement un certain nombre de financements pour quand même pouvoir faire face à ces besoins-là. Donc forcément, cette banque aujourd'hui a besoin forcément de l'ouverture au monde pour pouvoir faire face aux politiques sous-régionales, pour pouvoir être véritablement jouer son rôle de bras armé de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc forcément, les PME et aussi les États de l'Afrique de l'Ouest ont besoin de ce réveil diplomatique-là de la BIDC. Donc forcément, ça pourra apporter d'ici à là quelques souffles financiers aux 15 pays membres. Merci beaucoup Casimir Pédia pour toutes ces explications sur la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. On se retrouve demain pour un autre thème. C'est bien ça. Avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez à l'instant Sika Infomag et nous démarrons avec la troisième partie par ce grand point d'interrogation. Combien d'Africains seront-ils encore à s'offrir à la mer avant qu'on en arrive à une fois pour de bon, mettre un terme à l'immigration clandestine? C'est la grande question sur bien des lèvres. Et pour avoir une réponse conséquente à ces questions, nous avons sur ce plateau deux personnes avisées pour décortiquer avec nous cette préoccupation. Mais avant de leur donner la parole, une fois encore, je vous invite à suivre ce flash d'information. Au Gabon, les autorités du pays ont affirmé avoir découvert 13 caisses en bois contenant des armes et des munitions de guerre et annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer leur provenance et leur propriétaire. Les armes découvertes au nord de Libreville, sur une île non habitée, peuvent équiper toute une session commando, a indiqué le commandant de la gendarmerie. En Centrafrique, l'ex-ministre du Tourisme, Romaric Vomitiadé, en cavale après une condamnation pour viol sur mineur, a enfin été appréhendé en RDC pour entrée illégale sur le sol congolais. Compte tenu de son pédigré, il est transféré à Kinshasa où il est placé en garde à vue. En RDC, le procès en appel des assassins présumés du défenseur des droits de l'homme Floribert Tchebeya et de son chauffeur Fidel Bazana a finalement repris mardi, et ce après près de 2 ans d'interruption. Mais ce ne fut qu'une courte reprise puisque le procès a été ajourné au 30 avril. Combien de morts faudra-t-il encore compter dans les eaux italiennes et libyennes avant de sonner une fois pour de bon le glas de l'immigration clandestine et surtout assister à un sursaut d'orgueil des dirigeants africains? Pour en débattre amplement, j'ai toujours sur ce plateau mes deux invités, Arimi Choubadé, éditorialiste, directeur de publication du quotidien béninois d'information Le Nokwe, et Honoré Naoum, rédacteur en chef de Soleil FM, station de radiodiffusion privée la plus écoutée actuellement au Bénin. Honoré Naoum Choubadé l'a dit tout à l'heure, au Sénégal, c'est un plan français qui est déployé pour mettre un terme à l'immigration clandestine. Et face au dernier drame, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un sursaut d'orgueil collectif des Africains. Et pourtant, vous l'avez souligné, lorsqu'il s'est agi de Charlie Hebdo, on a vu comment massivement ces dirigeants africains ont eu à effectuer le déplacement. Alors, faut-il encore, pendant longtemps encore, attendre les bras croisés, assister à ce phénomène devenu un véritable serpent de mer? Vous voyez beaucoup de dirigeants sur le continent, ils sont préoccupés par quoi?
peut-être à la révision de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, ou bien comment envoyer leurs enfants vivre en Europe. Mais là, vous savez très bien que les conditions sont remplies. On a les papiers, on a l'argent, on peut tout faire dans ces pays. Donc, vous êtes en train de demander si ça va finir de sitôt. Moi, je pense que la réponse est non. Ce sursaut patriotique dont vous parlez là ne viendra pas de sitôt en prenant en compte véritablement comment nous avons la possibilité de choisir nos dirigeants, comment les dirigeants gèrent les ressources du pays. Quand vous regardez tout ceci, vous dites que l'espoir n'est pas permis. Moi, je ne pense pas que ce sont les 800 morts qui vont perturber un tant soit peu le fonctionnement normal chez les acteurs politiques qui nous gouvernent sur le continent ici. Je pense qu'il y a un travail à faire, et le travail, c'est la jeunesse, de prendre la relève. Et nous réclamons à cet effet une relève de qualité. Parce que si vous voulez compter aujourd'hui sur les dirigeants que nous avons, donc à la tête de nos pays, vous n'aurez pas de résultats. Ça, c'est clair. J'espère bien que nous aurons une nouvelle classe de dirigeants dans notre pays et sur le continent pour que véritablement on puisse travailler à l'émergence. Parce que s'il y a du mieux en Afrique, les gens n'iront pas ailleurs. Vous voyez cette capacité qu'on a à gérer aussi facilement les ressources, mais sans tenir compte des règles de gestion. On ne respecte rien. Et quand on parle de corruption, personne n'est sanctionné. On dit par exemple qu'on a alloué telle ressource pour un projet. Après, vous n'avez plus les ressources. Vous ne verrez pas de réalisation de ce projet. Mais personne n'est sanctionné. Quand est-ce que vous aurez le développement sur le continent pour garder la jeunesse qui doit normalement apporter sa pierre, sa force pour concrétiser le développement? Ce sont ces jeunes-là qui sont en train de mourir. Donc, c'est un problème sérieux qui va prendre du temps. Et c'est pourquoi j'appelle à une relève de qualité. Les dirigeants qui sont là aujourd'hui, moi, je ne peux plus compter sur eux. D'autant plus qu'avec ce drame, on n'a pas eu de déclarations, on n'a pas eu de sortie. Et je félicite dans le temps le président Wade qui arrivait quand même à faire des prises de position. Même s'il n'y a pas date pour suivre, au moins, il y a une voix qui se levait. Et j'espère bien que normalement, on doit continuer. Et quand vous observez la société civile qu'on n'entend non plus dans ces pays, ce n'est pas étonnant. C'est étonnant. Et tout le monde doit se retrouver. On doit faire le bilan. Tout le monde est finalement complice. C'est pourquoi je dis c'est un sursaut africain. Mais c'est pas ça, ce sont aussi des Africains. Qui sont des Africains sur le dos de ces Africains. Mais et il y en a même qui ne maîtrisent pas la mer, mais qui vont... C'est du business. C'est du business. Si je mets mon maïs dehors que je veux vendre, s'il n'y a pas d'acheteur, je vais ranger mon maïs. Mais tant qu'il y a des gens qui veulent aller en aventure et prendre des risques, leurs familles sont en mesure de cotiser pour envoyer l'émissaire. Il est l'émissaire, il va là-bas. Dès qu'il va se porter mieux, on pourra envoyer un deuxième, on pourra envoyer un troisième, on pourra envoyer un quatrième, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Donc c'est en définitive comme un jeu de hasard. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et quand ça ne marche pas, c'est qu'on vous récolte au bord de la mer, le ventre déjà bombé totalement parce que vous êtes mort, l'organisme totalement dégradé et tout. Donc finalement, c'est un jeu que nous jouons en Afrique. Et on doit se lever en temps normal pour dire mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, il faut que l'Afrique travaille à un développement communautaire. Parce qu'on a quand même des opportunités en Afrique. Nous avons beaucoup d'opportunités, mais des opportunités que nous n'exploitons pas. Parce que je suis Togolais, je peux travailler au Togo. Je peux travailler au Bénin. Je peux travailler au Burkina Faso. Je suis béninois, je peux gagner un poste alors, au Togo. Parler d'une synergie d'action. C'est une synergie d'action. Pour lutter contre l'immigration, un seul pays ne pourra absolument rien faire. On doit normalement réfléchir ensemble. Et nous avons des organisations, la CEDEAO, l'Union africaine, et l'UEMOA. Tous coupables, comme vous observez le phénomène. Effectivement. C'est au niveau de ces creusets qu'il faut réfléchir, qu'il faut dire qu'est-ce qu'il faut faire. Quels sont les mécanismes que nous devrions mettre en place. Mais on attend plutôt la situation dramatique. Et nous focalisions notre attention seulement sur les crises politiques. C'est ça qui est dommage. Tant qu'il y a crise politique, vous allez voir la communauté africaine se mobiliser pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, et faire appel à la communauté internationale maintenant pour agir
pour taper sur telle personne parce qu'il y a des intérêts en jeu. Alors que les drames sont là que nous subissons, ce n'est pas seulement l'immigration clandestine, il y a beaucoup de choses que nous subissons en Afrique. Mais on ne fait absolument rien pour espérer le meilleur demain. Arimi Choubari, quand vous observez, vous dites qu'on est tous coupables aussi? Non, on ne peut pas être tous coupables. Il y a des gens qui sont chargés de la surveillance des frontières, qui sont chargés de surveiller les mouvements sur les côtes, etc. Donc, mais vous savez, pendant longtemps, pour discuter entre Européens et Africains des questions d'immigration, les Africains ont toujours pris cela comme un moyen de chantage. Ah, vous nous donnez des moyens, sinon nous allons déverser nos gars à vos frontières. C'est un peu comme ça. Il ne s'agit pas là vraiment d'un manque de conscience. Oui, c'est un peu comme ça. Et lorsqu'il faut mettre en place des programmes ou des plans de lutte contre le phénomène, il faudrait que l'Europe amène l'essentiel. Donc, à un moment donné, les Européens ne voient pas en face d'eux des responsables conscients du phénomène. Et donc, les mesures ont commencé par être unilatérales. D'accord, vous attendez à la frontière, mais nous, on a des moyens pour vous empêcher de rentrer. Et c'est ça qui cause beaucoup plus de drames, parce que auparavant, il y avait des règles qui obligeaient, par exemple, les bateaux, lorsqu'ils croisent des embarcations sauvages, il y a toute une procédure, etc. Mais aujourd'hui, on a tellement de contraintes sur ces navires qu'aujourd'hui, il y a même des cas où les navires eux-mêmes préfèrent laisser couler ces rades-là plutôt que de leur venir en aide pour ne pas subir beaucoup trop de règles au niveau des États. Alors, donc, il faudrait qu'aujourd'hui, dans cette négociation, parce que forcément, il faut que les deux parties s'asseyent. Je me souviens, lorsque Kadhafi recevait des bombes, il disait aux Italiens, écoutez, soit vous arrêtez tout ça, ou vous aurez la merde sur votre territoire. Et parlant justement de Kadhafi, 2015, dit-on, a été l'année où le flux migratoire a atteint des records jamais égalés. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui regrettent un peu le départ de l'homme? Oui, enfin pas le départ. Ce qui est sûr, la Libye aujourd'hui n'est plus un État. Si vous voulez passer, il suffit de payer les groupes, les fractions rivales qui se disputent le territoire libyen pour qu'on vous passe. Aujourd'hui, le business est plus... maintenant, c'est assez ouvert. Il n'y a pas un État qui organise tout ça, qui peut faire la surveillance. Et vous allez remarquer que c'est pour ça que les Italiens n'étaient pas très, très engagés dans cette destruction de la Libye qui avait été engagée par les Français pour des raisons que, bon, on commence pas comprendre. Parce que de toutes les façons, la Libye était presque le dernier rempart pour eux, pour ne pas avoir... Et Kadhafi le savait. Il disait, vous me bombardez, si je pars, vous savez très bien que vous n'aurez pas la paix. Pendant des siècles, il le disait. Et aujourd'hui, on constate qu'après son départ, ce qu'il a prédit se réalise. Est-ce qu'on aurait peur de lui? Non, tout simplement, il faudrait quand même qu'au niveau africain, on trouve beaucoup plus de responsables, qu'il y ait des programmes véritables. Est-ce que vous avez jamais entendu, par exemple, au Bénin, qu'on parle de lutte contre l'immigration? Quand même, il y a des choses à faire en la matière, même si aujourd'hui le Bénin n'est pas un territoire qui est réputé à envoyer ses fils sur les mers, il y a quand même quelques trucs à organiser quand même. Vous prenez la migration des Béninois vers l'Afrique du Sud. C'est vrai, ce n'est pas un gros phénomène, mais il faudrait un État pour canaliser tout ça, parce qu'on sait très bien que pour débarquer là-bas, vous avez besoin de quelques facilités, mais vous y allez pourquoi? Est-ce que c'est pour les études? Est-ce que c'est pour les affaires? Et vous avez appris qu'il y a eu beaucoup de mouvements aujourd'hui en ce qui concerne les étrangers dans ce pays-là. On ne va pas attendre d'apprendre que oui, 1, 2, 3 Béninois ont été brûlés dans les rues avant de commencer par sauter sur le sujet. Donc, ça doit être... il doit y avoir un certain leadership sur le continent pour évoquer véritablement ce problème-là. Un leadership sur le continent, le leader d'hier est parti, le rempart, disait Arimi, n'est plus, et la maison a simplement pris de l'eau. Vous regrettez aussi le départ du guide limbien dans les conditions qu'on ne rappelle plus? Est-ce que je dois regretter le départ? Ce que je vais beaucoup plus regretter, c'est la manière dont il a été éliminé. Si vous voulez parler de la conservation du pouvoir pour tout ce temps, on a beaucoup de choses à regretter dans la gestion de Kadhafi. Mais il faisait des choses pour ses compatriotes.
Mais la manière dont il a été éliminé par la France, c'est ça qu'il faut condamner et continuer toujours à condamner. Et je pense que les Africains, les dirigeants africains, doivent faire également le point par rapport à la disparition de Kadhafi et situer les responsabilités à leur propre niveau. Maintenant, ce qu'il faut faire, je voudrais demander aux jeunes qui ont la possibilité d'aller en Europe et de revenir, de tenir un dialogue de vérité avec leurs frères. Si vous allez là-bas, vous avez passé peut-être 2 ans, 3 ans dans des taudis avant de décrocher un petit poste de cireur de chaussures ou bien de pompiste quelque part. Il faut dire la vérité à vos frères. Et comme ça, eux-mêmes, ils ne vont pas faire la même chose. Donc c'est un problème d'ensemble. L'Afrique doit se lever et lutter contre l'immigration clandestine. L'Afrique doit se lever et lutter contre l'immigration clandestine. C'est une question d'ensemble et qui ne peut être réglée par un seul État. Ce sera tout pour ce numéro de votre magazine d'information Sika Infomag. Mes invités et moi avons eu du plaisir à vous savoir connecter Sika. Avant de clore cette émission, je vous invite à suivre cette séquence promo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique en 3 quarts d'heure. Nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Au vrai sens du terme, on ne comprend pas. On ne comprend pas. S'il vous plaît, l'exemple, vous me direz que c'est très loin. Beaucoup de barons du PDCI sont bien ancrés dans le système dirigé aujourd'hui par Alassane Ouattara. Puisque au début, il avait annoncé qu'il ne voulait pas de Didier Drogba. Finalement, il est retourné à Londres demander à Didier Drogba de rallier les éléphants. Et ce sont des choses que vous recommandez aux téléspectateurs. Tout à fait. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Sika Infomag du jour, ce sera tout. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous remercier. Bonne suite de programmes sur Sika, la chaîne qui vous informe en continu sur l'Afrique.